Judaïsme et questions de société. Nous sommes en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement et nous allons parler de questions d'identité. La question d'ailleurs de l'identité ne cesse d'être discutée dans le débat public. Elle s'invite également dans la campagne électorale. Est-ce qu'il est légitime de débattre sur ce genre de questions ? Est-ce que ça doit faire débat ? Alors, par définition, sur une radio juive, on peut dire qu'on a affaire à des professionnels de la réflexion sur l'identité, et cela depuis des siècles et des siècles. La question est légitime parce que d'une certaine façon, quand on réfléchit, quand on pense, quand on interprète, toutes les questions sont légitimes et il ne devrait pas y avoir de sujet tabou. Après, la question, c'est la façon dont on va parler de cette question. Autour de l'identité, évidemment, on pourrait, dans un premier temps, penser à l'identité juive et voir comment la réflexion sur l'identité juive est quelque chose qui nous aide à penser les identités de manière globale et les autres identités qui peuvent être les nôtres, comme l'identité française aujourd'hui, puisque c'est dans ce pays que nous vivons. Il y a une très belle phrase de Lévinas autour de la question de l'identité juive, mais qui peut se décliner, quand il dit « S'interroger sur l'identité juive, c'est déjà l'avoir perdue, mais c'est encore s'y tenir, sans quoi on éviterait l'interrogatoire. » Et donc, ce qu'il note, c'est le fait de s'interroger sur l'identité, c'est avoir une certaine forme de fragilité, c'est avoir un certain nombre de questions. C'est le fait d'être conscient, d'être sur un chemin très étroit, le fait d'être conscient, d'être dans une situation très mouvante et de plus être attaché à une forme d'identité qui pouvait exister de façon assurée, de façon définitive, de façon, je dirais, incritiquable, insusceptible de questionnement. Donc évidemment, s'interroger sur l'identité, c'est prendre du recul et noter qu'on est dans une situation qui a en elle toute une série de fragilités, de menaces qui peuvent peser sur cette identité. Mais c'est, dit-il, y tenir encore, sans quoi on éviterait ce questionnement, cet interrogatoire. Et y tenir encore, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est le fait de savoir qu'on est attaché à quelque chose qui bouge et quelque chose qu'on cherche à définir. Alors lui pose la question sur le judaïsme, et c'est vrai que d'une certaine façon, on peut imaginer que s'interroger sur l'identité comme on s'interroge, c'est ne pas être tout à fait assuré d'elle. Sinon, on ne viendrait pas forcément poser la question. Et on peut décliner la chose à la situation du pays dans lequel on s'interroge. Et c'est vrai qu'il y a des raisons de s'interroger. On est dans un monde dans lequel l'histoire s'est accélérée. On est dans un monde qui a connu un grand nombre de mutations de toutes sortes. Et donc, c'est légitime de se poser la question. Et il faut voir comment est-ce qu'on fait. Mais pourquoi est-ce que ces questions d'identité font polémique ? Pourquoi est-ce que les identités font peur ? Alors, est-ce qu'elles font peur ? Souvent, elles sont vécues sur le mode de la crainte d'une disparition. Oui. Et c'est ça qui peut faire peur, parce que personne n'a envie de disparaître, personne n'a envie de se laisser dépasser, enterrer d'une certaine façon pour passer à autre chose. Ce qu'on peut dire d'une certaine façon par ailleurs, c'est le fait que ces questions ont peut-être été toujours présentes. Et avec le recul, quand on regarde les sociétés passées, on peut s'imaginer que les choses ont été parfaites, que les choses étaient enchantées, que les choses étaient encadrées, alors que, en regardant de plus près, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement le cas. Le fait est que, évidemment, ces questions sont des questions qui sont des questions centrales, et il faut pouvoir les définir, mais de façon positive. Chercher à définir de façon positive ce qu'est une identité et faire en sorte qu'elle ne soit jamais quelque chose, je dirais, qui nous enferme dans le passé, dans des schémas qui ont eu leur noblesse, qui ont eu leur pertinence et qui ont fini, du fait de l'évolution du temps, par disparaître, et savoir comment elle peut se conjuguer au présent, dans le respect du passé. Et dans le cas du judaïsme, on a toujours cet immense respect pour le passé, mais également dans l'attente, l'espoir par rapport à l'avenir. Et donc, s'interroger sur l'identité, c'est peut-être aussi comprendre le fait qu'elle est toujours quelque chose de mouvant. Quand on parle, dans le judaïsme, d'une identité qui serait une identité hébraïque, le premier hébreu, c'est Abraham, et nous dit-on, Abraham, l'hébreu, c'est celui qui vient, nous dit Rashi, mais Ever Anar, qui vient de l'autre côté du fleuve. Et cette identité
en mouvement, cette identité en transformation, c'est quelque chose qui peut d'une certaine façon nous réconcilier dans le fait qu'on est dans un rapport à soi, dans un rapport à l'image qu'on a de soi et du groupe auquel on appartient, qui n'est jamais quelque chose de statique, qui n'est jamais quelque chose de donné, comme une sorte de gâteau dans lequel on viendrait découper, mais au contraire, on est dans une étendue beaucoup plus large, qui est soumise à différentes influences, qui est soumise à différents courant, mais qui, à chaque fois, se doit de garder une cohérence, une fidélité, mais une fidélité qui n'est pas la reproduction, mais qui est l'interprétation. Alors, vous parlez de changement, hein, il faut peut-être intégrer ça en soi, le changement, et est-ce que ça signifie, ce changement, la disparition de l'identité? Par définition, la crainte est présente, je dirais. Parce que l'être humain est ainsi fait, qu'il est attaché à ses modèles, qu'il est attaché à ses références. Mais il est aussi habité par l'idée d'une pensée, l'idée d'une adaptation. Et à partir du moment où on comprend que, par définition, un groupe humain, c'est un corps vivant. Un groupe humain, c'est un corps vivant un petit peu comme un homme, comme une femme. Quelqu'un qui va naître, grandir, se développer, qui va fleurir et qui va être sans cesse confronté à des choses nouvelles, à des défis nouveaux. Des défis qui pourront être d'ordre, je dirais, idéologique, mais également matériel et qui poussent à une redéfinition et qui poussent à une inventivité. Alors, tout à l'heure, on l'a dit, cette question d'identité s'est invitée également dans la campagne électorale et je souhaiterais qu'on revienne sur les propos d'un candidat à l'élection présidentielle qui décrivait le judaïsme comme, donc je cite, « scénario culturel » dans lequel on ne change rien à la tradition et on aurait la créolisation en horreur. Ces propos sont durs. Est-ce qu'il faut s'en indigner ? Alors, d'une certaine manière, on peut dire ils sont durs, mais ils sont pas très originaux. Parce que, d'une certaine façon, Paul de Tarse, il y a 2000 ans, tenait des propos sensiblement analogues, avec l'idée d'une loi juive qui aurait été quelque chose de fermé, qui aurait été quelque chose d'insusceptible d'évolution, qui aurait été quelque chose d'insensible, qui prend pas en compte le reste du monde. Force est de constater que, depuis ces temps-là, le judaïsme a beaucoup évolué et que ces propos sont, je dirais, plus que des propos dont on devrait s'indigner, des propos qui résistent pas à l'analyse, des propos qui sont insusceptibles d'être respectés parce qu'ils ne correspondent à aucune forme de réalité, de description pertinente. Ces propos, je disais, qui sont pas très originaux et qui courent en filigrane de l'histoire et de la manière dont les gens regardent les Juifs. Et on regarde souvent les Juifs de l'extérieur. On n'est pas capable de comprendre le monde juif de l'intérieur, dans sa dynamique, dans son évolution, dans sa richesse. Et on peut tenir ce genre de propos. Il y a un grand historien du XXe siècle, Arnold Toynbee, qui parlait des Juifs comme d'un peuple fossile. Et tout au long de son œuvre, on a l'idée, les Juifs sont un fossile qui n'évolue pas, qui reste le même et qui, finalement, devrait, à un moment donné, finir par disparaître. Et il y a un passage très, très intéressant du philosophe Ancionas, dans Le principe responsabilité, où il parle justement de ces propos de Toynbee et en les mettant en parallèle avec l'expérience juive du XXe siècle, qui est la renaissance de l'État d'Israël, qui est la création d'une société très nouvelle par rapport à tout ce qu'on pouvait connaître, qui est l'illustration de la possibilité pour les Juifs de se réinventer. Il a une formule très belle, je cite de mémoire, donc avec un peu de liberté, où il explique Toynbee, tout ce qu'il raconte, c'est peut-être très intéressant, mais Ben Gurion n'avait pas lu Toynbee, et donc il a pu œuvrer à la fondation de l'État d'Israël. Tout ça pour dire, il y a ces critiques, il y a ces remarques, il y a ces préjugés, mais si en tant que juif, on devait s'arrêter à cela, on passerait beaucoup de temps pour des ch'touillottes, pour des choses pas très importantes. Mais qui peuvent faire du mal quand même, parce que cette image, comment vous l'expliquez ? Comme vous dites, c'est pas nouveau, ce type de propos à l'égard du judaïsme. Comment vous expliquez que certaines personnes, et cette personne à laquelle je fais référence, c'est un candidat à la présidence de la France, c'est quand même quelqu'un qui est censé avoir des connaissances, de la culture, et quand on se permet de dire ce genre de choses, c'est la preuve d'un manque de connaissances. Hein, et comment on explique cela ? Écoutez,
ma vocation, c'est pas nécessairement d'être commentateur politique, et on parle de quelqu'un que je connais pas au-delà de ce qui peut se dire dans les journaux ou dans la presse. Après, s'il veut venir prendre des cours de judaïsme, de Torah, écoutez, il est jamais trop tard pour apprendre et pour revenir sur des idées préconçues. Donc, cette image, elle tient plus du regard extérieur que du judaïsme lui-même. Elle tient d'un regard extérieur, elle tient de préjugés qui ont la vie dure, qui sont ancrés, mais qui, honnêtement, ne sauraient venir nous troubler ou nous perturber. Parce que si on s'arrête à chaque fois qu'il y a une marque d'hostilité, on est complètement paralysé. Mais est-ce que vous ne croyez pas que dans le judaïsme lui-même, et là c'est une critique peut-être qu'on peut lui faire, il y a quelque chose qui provoque ce type de remarques? Est-ce que dans le judaïsme, il y a quelque chose de fermé qui paraît? Quelque chose de fermé, c'est quelque chose qui finit par mourir. Et dans le judaïsme, on a cet équilibre qui est un équilibre permanent entre, la préservation et l'innovation, entre la fidélité et l'utopie, entre l'attachement à des principes et la capacité de s'adapter. Et toute l'histoire du judaïsme, tout le principe du Talmud, c'est d'être capable de prendre ces éléments anciens pour les remettre au goût du jour. Il ne s'agit pas toujours de réinventer, de dissoudre, d'oublier, mais il s'agit d'être capable de transformer. Et on est loin de la dichotomie qui voudrait qu'on conserve tout ou qu'on innove en faisant table rase. On est capable d'être dans les deux. Et le fait de vivre, le fait d'évoluer, c'est le fait d'être capable de cela. Et ne pas le comprendre, c'est faire preuve d'une fermeture d'esprit qui voudrait qu'on serait d'un côté ou de l'autre, qu'on serait dans la conservation à outrance ou dans le changement radical et permanent. Et la vie humaine, c'est pas ça. Un être humain, pour exister, a besoin de ses références, a besoin de ses souvenirs, a besoin de son ossature intellectuelle enracinée dans des pensées, dans des rituels, dans des événements. Et en même temps, il a besoin de l'espoir, il a besoin de la capacité de s'émanciper, de se détacher de cela. Et penser qu'on pourrait être dans l'un ou dans l'autre, c'est finir par disparaître. Parce que se bloquer totalement, évidemment, c'est disparaître et se fossiliser, pour le coup. Changer perpétuellement, sans jamais avoir aucun sentiment de fidélité, d'attachement à des racines, là aussi, c'est n'être rien. Là aussi, c'est n'être qu'au présent. Et le judaïsme, c'est le fait de s'inscrire dans une histoire. Dans les religions anciennes, il y avait le mythe de l'éternel retour, l'idée selon laquelle on va vivre uniquement en fonction des saisons, uniquement en fonction des besoins premiers. Mais ces civilisations-là n'ont pas laissé de traces. Ces civilisations-là ont fini par disparaître, alors que le judaïsme, au contraire, nous place dans une histoire longue, une histoire qui commence avec la création du monde. Et le fait de commencer l'histoire par l'acte de création, c'est se fixer dans les origines, dans ce qu'il peut y avoir de plus ancien, et en même temps, c'est l'espoir, c'est la perspective messianique, c'est l'idée qu'à aucun moment, aucun messie n'est jamais venu, mais qu'il viendra, et que l'essence messianique, c'est le fait qu'il viendra, c'est le fait qu'on est toujours tourné vers l'espoir. La tikva. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Shabbat shalom.